Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints après cette pause de midi. J'espère que vous allez bien. Et on espère que cet après-midi va aller dans la continuité de la richesse des contenus qu'on a eu la chance d'entendre. Alors, on est toutes les deux, Colline et moi, co-responsables du Labo Nord de la Fondation d'Innovation pour la Démocratie. On est ravis d'être avec vous pour la suite des activités. Donc, moi, je suis Arlande Arokoun, co-responsable en charge de tout ce qui est la vision autour de l'animation et de la mise en réseau des diasporas, engagés avec l'Afrique et aussi des citoyens européens qui travaillent aussi avec le grand continent sur cette question de retisser le lien et d'animer l'agenda démocratique du grand continent. Labo Nord qui est basé sur 2 sites hébergés par le campus AFD à Marseille, mais aussi par Je m'engage pour l'Afrique à Paris, et puis avec cette ouverture à l'Europe, puisque le labo s'appelle Labo Nord Porte de l'Europe. On est aussi présent à Strasbourg, où je réside pour dialoguer avec les institutions européennes. On a eu la chance hier de vivre un temps d'Open Innovation Forum avec un public divers, intergénérationnel, et c'était notre volonté, qui est aussi celle des valeurs même de la Fondation, de l'intelligence collective, de pouvoir mettre des gens d'horizons divers autour d'une table pour réfléchir ensemble sur des sujets qui nous ont paru importants. Et en tant que jeune femme de la diaspora, ça me touche davantage, personnellement, dans mon histoire, si je reprends aussi ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport à le langage, il parle depuis une réalité, il transpose des mondes depuis une réalité, ça me parle d'autant plus, en tant que diaspora vivant en France, de pouvoir se mettre autour de la table et d'aborder un certain nombre de sujets qui nous ont paru plus qu'importants. Alors, quels étaient ces chantiers? On en a sélectionné 5, il y en aurait bien sûr beaucoup plus que cela, et on aurait pu en choisir d'autres, mais enfin, c'est ceux qui nous ont paru donner du sens au regard des différentes activités qu'on a pu mener, avec Je m'engage pour l'Afrique, avec The Oak-Williams, avec d'autres acteurs comme l'Institut français, et en allant sur le terrain. On a pensé effectivement à travailler sur la question des entreprises citoyennes. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une entreprise qui participe à élever des modes de démocratie et de participation citoyenne? Le sujet de la coopération entre les territoires, le rapport au vivant, ça a été dit aussi ce matin avec la question des sols et de comment on en prend soin pour prendre soin finalement de nous-mêmes. La question des industries culturelles et créatives qui nous emmènent à travailler sur des nouveaux modes d'imaginaire pour penser le monde de manière optimiste. Et puis effectivement la question de la mobilité des peuples. Différentes rencontres nous ont fait pointer du doigt en tout cas ces différents sujets, et puis je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y a des grandes rencontres qu'on connaît tous, qui est le nouveau sommet Afrique-France, il y a les forums Our Future, pilotés par l'Institut français, les COP, etc. Et donc c'est à partir de ça et des recherches qu'on a pu faire sur le terrain qu'on a trouvé bon d'avancer sur ces 5 chantiers-là. Et donc, dans ces temps d'atelier, il a été question effectivement de faire réfléchir ce public intergénérationnel autour de comment, à partir de ces 5 sujets, pourrions-nous faire ressortir des recommandations, en tout cas des idées nouvelles, pour retisser le lien et repenser cette démocratie substantive. Mais c'est la question de la méthodologie par laquelle cela a été fait qui pourra aussi être intéressante, et je vais laisser Colline nous en dire plus. Merci Arlande. Bonjour à tous, donc Colline Nelson, j'ai la joie de co-gérer le Labo Nord depuis Marseille avec Arlande. Moi je suis plutôt issue du monde de la facilitation et de l'intelligence collective, et donc je vais vous partager un peu les partis pris qu'on a choisi de suivre pour cette journée, cette demi-journée d'Open Innovation Forum, donc un format d'atelier collaboratif classique. Merci. Le principal outil qu'on a utilisé, c'est la prospective créative. Le sujet, c'était le futur de ces relations, et du coup, au lieu d'utiliser la prospective classique qu'on connaît majoritairement, qui elle va se baser, qui va plus être basée sur la logique prognostique. Donc, on va utiliser de manière intensive des indicateurs sociaux et économiques pour en dégager des éléments de prévision et arriver à des éléments de probabilité. En fait, on va probablement aller vers ça. La prospective créative, elle va laisser plus de place aux imaginaires.
Okay, on ne va pas seulement explorer le probable, on va se permettre d'explorer le champ des possibles. Donc c'est une démarche qui est beaucoup plus créative. Après tout, notre futur, notre histoire n'a pas été linéaire. Il y a eu nombre de tournants, que ce soit des innovations, des personnages emblématiques, des mouvements citoyens, ou même malheureusement des drames qui ont changé le cours de notre histoire. Alors pourquoi pas explorer tout ce champ des possibles ? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que se permettre d'explorer ces imaginaires beaucoup plus larges nous fait arriver à des idées et des opportunités insoupçonnées. Et c'est ce qu'on a cherché. Le deuxième outil, c'est l'optimisme, à l'inverse du pessimisme. Voilà, il ne faut pas opposer optimisme et réalisme. En fait, le pessimisme, c'est un peu subir et se résigner au nom d'un présent toujours décevant. Et malheureusement, le pessimisme est plutôt paralysant. Au sein de la Fondation, on veut plutôt créer de l'action. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'optimisme, qui est plutôt l'idée de agir et avancer au nom d'un futur susceptible de changer. Et du coup, qui engendre un peu d'action et l'envie d'entreprendre. Donc on a exploré ces futurs possibles, mais par le prisme de l'optimisme, pour trouver des futurs positifs. Et le dernier outil, c'est l'incarnation d'un récit d'un futur quotidien. En fait, au lieu de vous partager un scénario d'un futur possible ou de vous partager un rapport de prospective que peut-être peu d'entre nous liraient, on a préféré l'incarner autour d'un audio fictif, d'un dialogue qui serait venu droit du futur pour nous raconter un peu cette positivité. Dans les grandes lignes, comment ça se passe, la prospective créative ? En 3 heures d'atelier, il y a eu un temps qui était plus de l'ordre de la compréhension du chantier. Donc, les participants étaient répartis en 5 équipes, chacune sur un chantier. Déjà, c'est quoi ce chantier ? Pourquoi c'est important de travailler là-dessus ? Deuxièmement, le futur est caché dans le présent. Et on va chercher ce qui s'appelle des signaux faibles. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la société qui laisse penser qu'il va se passer des choses nouvelles ? C'est vrai que c'est plus facile de voir le négatif. Il suffit de lire les infos, etc. On voit énormément de signaux qui nous donnent envie de faire preuve de pessimisme et de pas trop avancer. Mais caché là-dedans, il y a quand même énormément d'initiatives qui se passent. Énormément d'acteurs en fait, qui sont en train d'entreprendre, de créer des choses, des mouvements, plein de choses positives qui se passent. Et du coup, on a choisi ensuite de se concentrer sur ces signaux faibles positifs. Et si ceux-ci prenaient de l'ampleur, à quoi ressemblerait le futur ? Le troisième point, du coup, c'est dessiner un peu à quoi ressemblerait ce futur, qu'est-ce qui serait mis en place. Pour créer notre audio, on a, à partir de ce futur positif, essayé d'imaginer dans le quotidien comment ça s'incarne. Au lieu de dessiner seulement des nouvelles lois, etc., quelles sont les mentalités ? À quoi ressemble la société ? Quels sont les nouveaux métiers ? Qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? Voilà. Est-ce qu'on peut palper un peu cette vie nouvelle ? Et tout ça a été incarné dans un audio. Donc, on n'a pas le temps de vous faire écouter les 5 audios. On va essayer de les mettre en valeur par la suite. Mais je vous propose d'en écouter un d'une équipe qui travaillait sur la mobilité. Et je crois que cet audio vient tout droit du futur, depuis la gare de Kinshasa. Et s'appelle « Un train à vitesse raisonnée », il me semble. Elle est bien, non, cette nouvelle gare, vous trouvez pas ? Je trouve qu'elle est géniale. J'en reviens pas d'avoir une gare aussi bien et puis avec de l'air ambiant, je trouve ça génial. Ouais, parce qu'il fait bien chaud, hein, ça fait un moment qu'on est là. Ouais, nous on adore. Bon, moi je suis un petit peu en transit parce que j'ai une ferme pédagogique. Et du coup, là, je suis allé voir un syndicat français d'agriculteurs. Ils n'arrêtent pas de réclamer des visites. Donc, pour venir dans la ferme, revoir comment on s'occupe du territoire, comment on en prend soin, etc. C'est vraiment dingue, hein. Donc là, on croule sous les visites, les agriculteurs français qui veulent venir dans la ferme. Donc, il va falloir qu'on arrive à réguler toutes ces visites parce qu'il y en a tellement. Mais bon, en plus, certains veulent s'installer maintenant au pays, etc. C'est complètement dingue. Ah oui, oui, vraiment, c'est incroyable. Moi, je vous dis, de toute façon, moi, je suis retraitée. Hein, maintenant, je reste là tout l'hiver. Hein. Mais mes enfants, eux, il y en a une qui maintenant s'est installée au Maroc. Et bon, voilà, elle fait sa vie là-bas. Elle apprend plein de choses. Elle fait du droit des multilocales, les nouvelles entreprises locales et aussi sur plusieurs territoires.
Et mon fils, lui, il est resté en Europe, hein, c'est le seul, hein, mais voilà, il y est bien aussi finalement. Et vous allez où, madame? Alors moi, je vais tout simplement, je suis passionnée par le foot. Et là, je viens chaque fois qu'il y a les Coupes d'Afrique, et vous le savez sans doute, c'est la grande finale. Et moi, j'ai payé mon billet, ça fait des mois et je suis trop content parce que je vais enfin voir alors ce match. La finale, c'est à Luanda. Et vous le savez, le train, il va jusqu'à Luanda. Et donc, alors, je suis trop contente. Ça fait des mois que j'attendais de pouvoir venir, et ça s'est super bien passé. Enfin, les hôtels, c'est génial. Il y a un accueil incroyable. Et je pense que je vais continuer je vais rester un peu, en fait. Je pense que je vais peut-être rester quelques mois à Luanda. J'ai pris quelques bons contacts. Et voilà, je pense que je suis trop contente, en fait. Vous allez à Luanda? Moi aussi, je rejoins un groupe d'amis avec qui j'ai étudié au Sénégal. Je viens de Tanzanie et on est plusieurs à venir de différents pays. On a tous étudié à l'université du Sénégal et on se retrouve, on vient de 5 pays différents pour la finale de la CAN. Et vous descendez où? À Luanda. Ah bah super. On va peut-être se retrouver en fan zone ou je sais pas où, mais ouais. C'est vraiment chouette, quoi. Je trouve que le continent africain, c'est le lieu où il faut venir. Je vais vous dire, même pour aller au-delà, parce que moi je reste dans le train, je continue jusqu'en France, tout simplement. Hein. Je continue en train et je suis bien, j'amène mon petit casse-croûte et tout, ça se passe très bien. Hein. Tout ça à vitesse raisonnée. Absolument. Ouais. C'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant d'abord de se projeter dans une réalité dans laquelle on aimerait être pour pouvoir palper ce monde qu'on appelle de nos voeux. Mais les personnes qui pourront nous en parler le mieux de cet atelier, de comment elles l'ont vécu, c'est les participants. Et j'ai la chance d'avoir avec nous Jacques-Jonathan Niem, qui est le président de The Oak Williams, qui a aussi participé, qui va modérer le panel qui va suivre avec un certain nombre de participants. Jonathan, bienvenue. On peut l'applaudir. Merci. Et du coup, les participants qui ont été pré-identifiés, voilà, on a quelques échantillons de ceux qui ont vécu l'expérience d'hier après-midi. Si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'appelle Carole, Malik, Pierre Arnaud et Simon. Sous vos applaudissements. Alors effectivement, hier, on a passé une très belle journée, une belle après-midi. Imaginer ensemble ce futur en commun. Je pense que c'est la raison d'être du Labo Nord, mais aussi celle de la Fondation d'innovation pour la démocratie. Et donc, c'était une belle expérience et un bel exercice hier d'inventer ou de réinventer finalement ce futur ensemble. Peut-être déjà demander à Pierre Arnaud, finalement, je pense qu'au-delà de qu'est-ce qu'on réinvente, finalement, parfois le but est dans le chemin. Co-construire, c'est d'abord ça, j'allais dire, la dimension indispensable de cette démarche qui est menée au sein de la Fondation. Alors, qu'est-ce que ça a donné hier, l'Open Innovation Forum et la démarche de co-construction? Bonjour à tous, un grand moment. Un grand moment, donc il y avait Nadine, il y avait Shamsia, il y avait Leïla. Voilà, donc plus moi, plus Christelna qui nous aidait du campus à faciliter. Grand moment de co-construction. Moi, j'ai beaucoup aimé le livrable à la fin de produire un audio. Je l'avais jamais fait, donc super méthodologie qui vise vraiment à essayer de se libérer dans l'imaginaire, ce qui n'est pas simple, surtout nous, notre sujet, circulation des peuples. Et d'emblée, on a été assaillis nous-mêmes en se remettant dans le bain des empêchements, les empêchements de l'Afrique vers l'Europe, les empêchements à l'intérieur même de l'Afrique, vu qu'en fait, dans plein de pays, c'est hyper compliqué d'aller d'un pays à un autre. Et puis au final aussi, des empêchements de l'Europe vers l'Afrique, parce que même si les Européens peuvent avoir des visas plus facilement ou circuler plus facilement, ils viennent pas pour autant tant que ça. Et il y a aussi des empêchements dans l'imaginaire qu'on s'est un peu redit, voilà, où
Donc du coup, on a été un peu assaillis par tout ça. Et puis après, on a essayé de décoder des signaux faibles. Mais je l'ai dit peut-être après. Non, c'est... Ah, je l'ai dit, d'accord. Donc après, dans les signaux faibles, c'est vrai qu'on s'est dit, oui, mais et les retraités voilà, qui aiment bien aller, parce qu'au final, c'est quand même moins cher. Il y a du soleil, ils vont en Afrique, ils vont au Maroc, ils vont au Sénégal, ils vont en Afrique de l'Est. Et puis on a évoqué aussi la CAN actuellement, et puis le buzz qu'a fait la CAN à Abidjan. Et on s'est dit, mais en fait, multiplier les championnats, multiplier l'événementiel, ça peut être culturel, ça peut être sportif, qui donne envie en fait de venir. Et effectivement, je crois que c'est Nadine qui disait, mais en fait, l'Afrique, bon, même si c'est un peu globalisant de dire l'Afrique, mais en tout cas ce pays ou cette partie, en fait, c'est the place to be, parce qu'il s'y passe des choses. Donc on s'est dit que c'était aussi des signaux envoyés, et pourquoi pas même, on s'est même dit une World Cup à cheval sur 3 pays d'Afrique, comme une des prochaines World Cup va être à cheval sur, je crois que c'est Brésil, Maroc, je ne sais plus exactement les pays, j'ai un trou de mémoire, mais donc une World Cup sur plusieurs pays. Après, comme autre signaux faibles, on s'est dit aussi, finalement, le soin sur les territoires, les manières, enfin plusieurs personnes, je crois que c'était Shamsia, elle évoquait la taille humaine. La taille humaine, les cultures, et au sens propre et figuré, la manière de cultiver le territoire, la manière d'en prendre soin, comment aussi en faire une inspiration, y compris en Europe, y compris dans les pays africains. Donc venir voir, venir s'inspirer, venir apprendre, c'est aussi des motifs et des envies de mobilité. Est-ce que j'oublie encore d'autres choses? Bon, après, il y a tout le monde du business, aussi venir innover en Afrique. Voilà, enfin, on a un peu tiré le fil de tous ces signaux pour en créer un peu ce qu'on appelle la méthode des personas. Et donc, vous avez vu dans l'audio tous ces personnages qui se mélangent. Ah oui, on a dit aussi une grande filière étudiante, pas Erasmus, mais on avait appelé ça Afrique Plus, enfin voilà, un grand flux aussi d'étudiants européens venant en fait dans les universités africaines, et beaucoup plus massivement et avec envie, désir, voilà, découverte. Merci beaucoup. Peut-être je vais demander aussi à Carole, je sais qu'on a eu beaucoup d'échanges, même avant l'Innovation Forum, sur l'importance de la pédagogie dans cette trajectoire d'engagement et de transformation. Alors l'exercice hier de co-construction, pertinent, pas pertinent, est-ce qu'on peut imaginer de réussir notre démarche si on multipliait des ateliers comme cela? Alors déjà, bonjour à tous. J'ai choisi en fait le sujet quand je suis arrivée hier au forum à Dessin, parce que c'est un sujet qui me porte de par mon expérience personnelle, mon background, d'avoir vécu dans plusieurs continents et d'avoir fréquenté plusieurs cultures. Et de retour au Cameroun, j'ai vu qu'il fallait repenser beaucoup de choses. Et hier, le sujet, le rapport au vivant, il était très intéressant parce que c'est un concept qui est lié aux valeurs, aux croyances et aux pratiques culturelles. Et la superbe équipe qu'on a eue hier était aussi diversifiée que le concept en fait. C'était très, très émouvant pour moi aussi. Surtout parce qu'il y avait toujours ce rapport avec quel lien on a avec nous de nos différents backgrounds, avec l'Europe. Les différentes perspectives étaient très intéressantes et on a pu vraiment croiser les regards de façon collaborative et intergénérationnelle. Et je pense que c'était un gain pour tout le monde, Ousmane, Bado, Calvin. Et moi-même avec Arlande, Colline et Marion qui ont pu animer cela, parce qu'on avait quand même un sujet qui pouvait susciter beaucoup d'émotions, surtout quand on a évoqué la colonisation. Et la colonisation avait différentes perspectives parce qu'on avait différents pays qui étaient réunis sur la table. Et il s'agissait justement, après avoir croisé les regards, de se dire, voilà, quand on met l'émotion de côté, est-ce qu'on peut néanmoins revêtir une casquette d'optimisme? On a réussi à le faire hier. Et c'est très intéressant de pouvoir, dans ce contexte, improviser ce qui était nouveau aussi pour nous. Improviser donc cet audio avec le sujet qu'on avait choisi, justement, qui reflétait
ces différentes expériences qu'on a pu vivre, ou alors ces différentes approches qu'on a de la relation dominante telle qu'elle est perçue du point de vue de ceux qui sont dominés. Donc je parle de la perspective des Africains aujourd'hui qui se demandent voilà, comment est-ce qu'on peut repenser cette relation aujourd'hui pour retrouver les valeurs, pour retrouver nos pratiques en fait ancestrales qui ont été peut-être diluées ou pour certains qui ne l'ont même jamais eu, qui ont été perdues. Aujourd'hui, dans un souci de préservation de notre identité culturelle qui peut nous permettre de bâtir une nouvelle société, d'où la casquette optimiste. Il y a du potentiel, notamment au vu donc des différentes migrations qui ont eu lieu, mais ces migrations ont eu un aspect positif et un aspect négatif. Aujourd'hui, donc, le thème du vivant, Madame Bonny l'a souligné tout à l'heure, j'ai dû sourire. Effectivement, est-ce qu'on est vivant ? On est vivant si nos terres sont souillées, parce que justement, c'est la terre qui nous nourrit. Il faut toujours en fait aborder cette perspective circulaire et écologique, même dans notre relation. Justement, Carole, j'avais envie de poser une question. Pour aller justement sur la question du rapport au vivant, on sait que cette question du rapport au vivant est au centre des travaux de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, mais aussi ça a été un choix du Labo Nord de l'inscrire parmi les chantiers pour nourrir, pour réinventer la relation Afrique-Europe. Comment, de quelle manière ou en quoi tu penses que finalement cette question du rapport au vivant est un défi commun pour l'Afrique et l'Europe et qui justifie qu'ensemble nous menions une réflexion autour de la question? Alors déjà dans la perspective de dire aujourd'hui qu'il faut promouvoir la diversité, mais la diversité déjà la biodiversité, il faut préserver la biodiversité, il faut promouvoir notre identité culturelle qui passe justement aussi par notre environnement. Quelle est la relation que j'ai avec mon environnement aussi, mais est-ce que je connais dans quel environnement je me trouve? L'environnement a lieu avec effectivement ces aspects que nous avons vus, les pratiques culturelles, les considérations aussi que nous avons de la nature. Comment je traite la nature aujourd'hui a un impact sur ce que je peux, sur les attentes que je peux avoir, à mon avis. Non, bien évidemment. C'est vrai aussi, j'ai envie de demander maintenant à Simon la question aussi du narratif commun, parce que pour réinventer ensemble un futur en commun, il faut rêver, il faut se projeter, il faut pouvoir imaginer ça et ensemble. Et donc, je sais qu'il y a toute une réflexion qui a été menée par votre groupe de travail sur le rôle des industries créatives et culturelles dans la réinvention, la refondation de cette relation entre l'Afrique et l'Europe. Peut-être tu peux nous en dire quelque chose? Tout à fait, bonsoir à tous. J'étais ravi de faire partie de ce chantier sur les industries créatives et culturelles avec en compagnie de Jean-Eudes et Jean-Marc, Camille aussi, notre facilitatrice, pour ne pas oublier certains. C'était des moments forts où il y avait une diversité de profils. Moi-même qui suis aussi un acteur de l'écosystème entrepreneurial, j'accompagne aujourd'hui des industries à aller sur le continent africain. C'était une expérience qui m'avait permis aussi de décoder en quoi aujourd'hui l'Afrique, malgré sa diversité, aujourd'hui en termes de code culturel, mais aussi la potentialité en termes de patrimoine que détient chaque continent, chaque région au niveau des différentes régions, mais aussi le rapport qu'on a à l'autre. Par rapport à l'Europe, aujourd'hui, il y a pas mal de structures en termes de ponts qui font le pont entre l'Afrique et l'Europe et qui essaient de renouer les liens. Et c'est très important. Hier, on a réfléchi sur aujourd'hui comment on pouvait se projeter dans le futur à partir de l'art. Et nous avons eu à créer un scénario qui était très intéressant où on avait des politiques publiques qui intégraient dans leur vision politique des États. C'est en mettant en priorité les industries culturelles et créatives et en montrant aujourd'hui en quoi les industries culturelles et créatives pouvaient être un levier de croissance pour ces États, ces différents États, mais aussi un lien de rapprochement entre l'Europe et l'Afrique.
Pour avancer sur ces cas, je donne aujourd'hui l'avantage que j'ai en tant qu'entrepreneur. Depuis hier, je suis en train même de réfléchir sur certains aspects qu'on a eu à évoquer parce qu'ils étaient entourés d'experts. Comme Jean-Eudes, qui est professeur dans ce domaine des industries culturelles et créatives. Avant, j'étais pas un acteur clé dans ces domaines parce que j'ai jamais essayé de m'imprégner dans ces thématiques, malgré que aujourd'hui j'interviens aussi au niveau d'Aix-Marseille Université en tant que pont entre les acteurs culturels, mais aussi privés et les laboratoires publics. Mais je me suis jamais dit que j'allais penser à ces domaines-là. Mais hier, en discutant avec des experts, je me suis rendu compte qu'il y a un potentiel à tisser ces liens de par aujourd'hui le développement technologique qu'on a sur le territoire, mais aussi d'accompagner les acteurs locaux au niveau du continent à pouvoir s'imprégner davantage. Je donnerai sur l'open innovation ou bien la science ouverte, d'impliquer aujourd'hui les recherches que les chercheurs faisaient aujourd'hui sur ces terrains, leur terrain de recherche scientifique, de pouvoir communier avec ces populations autochtones, de pouvoir faire un retour d'expérience par rapport à ce qu'ils ont vraiment apporté ou produit en termes de produits scientifiques. Et je pense que ça va être des leviers sur lesquels nous pouvons aujourd'hui pousser les politiques publiques, mais aussi certaines structures comme la Fondation que je salue, cette initiative qui a salué, mais aussi l'AFD qui fait des programmes très intéressants, très enrichissants. Et je pense que ce ne sera pas le début d'une belle expérience, mais une continuité à renouer et à partager avec l'ensemble des acteurs concernés ou parties prenantes. Merci Simon. Je voudrais demander un peu aussi à Pierre Arnaud, avant de demander à Malik. L'un des points, on l'a toujours su de la relation Afrique-Europe, c'est que ce n'est pas une relation contre États, c'est aussi une relation entre des peuples, et d'où finalement cette question des mobilités. Et j'aimerais peut-être juste qu'on a écouté le podcast. Quels sont les messages clés, peut-être à travers ce podcast, que vous avez voulu passer, transmettre autour du rôle des mobilités dans cette refondation de la relation Afrique-Europe? C'est une grosse question. En fait, le sujet, c'était... Bon, on est un peu dans un monde où la mobilité est une valeur très positive, globale, qu'on soit en Occident, à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, où qu'on soit. Et en même temps, il y a de plus en plus d'empêchements, des empêchements multiples de part et d'autre, des murs, des problèmes de visa, des problèmes d'inégalité qui se creusent, des problèmes défensifs aussi. Voilà, et c'est vrai qu'aussi le recul de la démocratie planétaire qu'on observe accompagne aussi, enfin, où est la cause ou la conséquence, sans doute la conséquence. Et du coup, sur les mobilités, il y a aussi à la fois un élargissement des possibles et puis au final des mobilités sous contrainte. Donc voilà, on a essayé de dire en fait que le sujet, c'est pas que Afrique-Europe. Déjà, l'Afrique, elle peut être attirée ailleurs que d'aller en Europe uniquement, parce qu'on se redisait avec Nadine et les filles là, de l'atelier, le Canada, aller aussi en Amérique latine, etc. Et qu'il faut sortir peut-être juste de la zone, parce que l'Europe n'est plus le centre du monde. Donc, c'est plus une relation d'une périphérie qui va vers un centre, sachant que le centre n'est plus le centre. Voilà, donc on a essayé de dire ça, et on a essayé aussi de comprendre aussi comment aussi on peut restimuler les mobilités Europe vers l'Afrique, parce qu'en fait c'est aussi un des clés, et aussi comment débloquer un peu l'imaginaire. Et donc là c'est vrai que la question de l'imaginaire, dans les deux sens d'ailleurs, que ce soit l'Afrique vers l'Europe, où il y a sans doute une part de l'imaginaire qui a sa part fausse, enfin déformée, sur ce qu'on peut imaginer de l'Europe, et inversement, en Europe, ce qu'on imagine de l'Afrique, là encore, c'est un peu débile d'ailleurs de dire l'Afrique, parce que c'est les Afriques, enfin c'est plein d'Afrique, et du coup aussi un imaginaire qui est souvent, il n'y a pas beaucoup d'images,
les gens en Europe n'ont pas toujours beaucoup d'images, les gens ne connaissent pas, les filières même touristiques, enfin, on regarde même les routards, le petit routard en France qui est très connu, il y a très peu de guides du routard sur des pays africains. Donc il y a un peu tout ça qui était derrière, et d'essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui pourrait, dans un futur qu'on aurait envie, parce que l'idée c'était de se projeter dans un futur possible, c'est de travailler sur les moteurs du désir de venir en Afrique. Et aussi à l'intérieur des pays d'Afrique, parce qu'en fait, je crois que c'était Nadine qui disait ça, en fait, il y a plus de mobilité entre pays africains et d'ailleurs dans des périmètres proches avec les pays voisins, que de l'Afrique vers l'Europe. Donc en fait, la question aussi, elle est de la mobilité sur le continent africain, et aussi de la décloisonner, parce qu'il y a aussi ces problèmes d'empêchement de mobilité sur le continent africain. Merci Pierre-Arnaud. Malik, je voudrais te demander sur ces sujets justement d'imaginaire. Il y a, j'allais dire, un acteur clé dont on parle souvent autour de cette relation Afrique-Europe, ce sont les diasporas. Aujourd'hui, dans l'imaginaire ou dans les imaginaires aujourd'hui sur le continent ou en Europe, qu'est-ce qu'il en est des diasporas? Où se situent vraiment ces diasporas? Elles sont entre les deux? Elles sont d'un côté? Elles sont de l'autre? Autour de cette question des diasporas, je pense que c'est une question centrale, mais j'aimerais bien avoir ton regard sur cette question. Alors, merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je souhaiterais déjà associer à ce que je dis déjà Jacques Jonathan Nyem, qui était dans notre groupe donc des entreprises citoyennes. Il y avait Anaïs, il y avait Antoinette, il y avait Richard, et la personne qui nous guidait, c'était Lucie. Voilà. Pour répondre à la question, alors, les diasporas sont, de mon point de vue, vraiment au cœur de la problématique de la relation entre la France, l'Europe et l'Afrique. Parce que les diasporas, quand on les replace dans le contexte historique de la relation entre la France et l'Afrique, on constate que deux choses. La première chose, c'est que la France et l'Afrique partagent une histoire. Alors évidemment, c'est presque une banalité, la police n'aurait pas mieux dit. Une histoire douloureuse d'un côté, une histoire un peu plus heureuse de l'autre côté. Mais si on ne va pas plus loin dans le temps et qu'on s'arrête à la période qui nous concerne directement, c'est-à-dire la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, la France, elle est héritière de la France libre, n'est-ce pas? Elle est héritière de la France libre, or, la France libre est née en Afrique. La France libre est née en Afrique, parce que quand le général de Gaulle est parti à Londres, la France libre n'avait pas de territoire. Un État ne peut pas exister sans territoire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que tous les actes, je dirais presque fondateurs, ont eu lieu en Afrique. Le premier territoire, c'est le Tchad. Ensuite, il y a l'Afrique équatoriale française. Ensuite, il y a l'ordre des compagnons de la libération, etc., etc. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a une histoire commune. Que quand on parle de diaspora, de quelle diaspora parle-t-on? Les Africains qui sont ici? Les Africains qui sont là-bas? Oui, mais les Africains qui sont là-bas, pendant la colonisation, le système administratif avait fait qu'il y avait des Africains sur le sol africain qui étaient des citoyens français. Ceux qui étaient nés à Dakar, Rufisque, Saint-Louis et Gorée. Ces personnes-là, aujourd'hui, si elles vivent en France, ce sont des gens de la diaspora ou ce sont des Français? Ce sont des Africains? Voilà. Donc on est déjà pris, je dirais, dans un faisceau
de questions qu'on doit se poser autour de la question de la diaspora. Le deuxième point, c'est que la diaspora africaine, puisque quand on parle de diaspora, la vérité c'est qu'on pense à la diaspora africaine ici, en Europe. La diaspora africaine ici en Europe est constituée souvent de nationaux européens et quelquefois de binationaux. Donc on est dans une situation très particulière qui fait que cette diaspora qui garde un lien avec l'Afrique, est-ce qu'elle est vraiment considérée comme véritablement africaine, même sur place? Même si sur le plan politique, on constate que les gouvernements ont procédé à des aménagements, on va dire, avec la création de ministères des Affaires étrangères et des nationaux de l'extérieur. Il y a des pays qui assument très fortement cette réalité, mais il y a des pays qui ne l'assument pas du tout. Donc tout ça pour vous dire que la diaspora est vraiment a d'abord un problème autour de la diaspora, il y a une question déjà de définition et ensuite de positionnement. Qui s'occupe s'il y a des politiques tournées vers les diasporas, qui s'en occupe? Les ministères des Affaires étrangères, les ministères de l'Intérieur, les ministères des Finances et des Économies, etc. D'un côté comme de l'autre. Tout ça nous montre que la question est complexe et qu'on a besoin de réfléchir ensemble si on veut avancer ensemble. Parce que là est notre défi. Si on veut avancer ensemble, de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on va faire pour intégrer le passé pour construire l'avenir. Nous avons commencé cette journée avec un documentaire sur Édouard Glissant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que pour pouvoir construire ensemble, il faut qu'il y ait des faisceaux convergents sur le passé. Donc ça veut dire qu'on a besoin de faire cet effort de, comment dirais-je, de réarmement historique, de réarmement historique autour de la diaspora, autour des populations qui viennent d'Afrique, mais aussi autour des réalités et comment on va les gérer. Merci beaucoup Malik. Alors un des chantiers ou un des terrains de jeu aussi sur lesquels nous nous sommes amusés hier, c'est celui des entreprises. C'est vrai que intuitivement beaucoup se demandent quel lien entre démocratie substantive et entreprise, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas ici. Qu'est-ce que finalement le chantier qu'on a envisagé hier de citoyenniser les entreprises, quel est le lien ou qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il vient faire dans un débat, dans une réflexion sur une nouvelle démocratie substantive? Mais déjà, je pense que si on retourne à la base de ce que c'est qu'une entreprise est une personne morale. Donc ça veut dire que c'est une personne distincte de ceux qui sont dans l'entreprise même. Ça veut dire concrètement que, et les entreprises, comment expliquer, donc ce sont des personnes morales, distinctes des personnes physiques. Les personnes physiques payent des impôts. Les entreprises payent des impôts. Donc ce sont vraiment des entités totalement différentes. Au-dessus, il y a l'État, ou à côté, il y a l'État. La réalité, c'est qu'au fond, toutes les réflexions que nous menons chez nous, dans notre maison, dans nos ménages, sont des réflexions que les entreprises, je ne dis même pas peuvent, mais doivent avoir, sont obligées d'avoir. Quand on n'a pas d'argent, assez d'argent pour dépenser, donc ça veut dire que on a un découvert à la banque. Ben, en termes d'entreprise, moi je ne suis pas un économiste méga pointu, mais je crois avoir compris que quand une entreprise n'a pas assez d'argent, ben, on dit qu'il y a des problèmes de fonds de roulement ou je ne sais pas, enfin moi en tout cas, il y a des expressions comme ça qui sont utilisées. En fait, tout ça pour dire que toutes les questions que nous nous posons au niveau individuel se posent au niveau d'une entreprise. Et donc si on dit entreprise citoyenne, ça veut dire que les réflexions sont finalement les mêmes. La seule différence, c'est que quand on est seul, ben, on se mène sa réflexion dans son coin, si j'ose dire, ou en tout cas en interaction avec les autres. Et quand on est dans une entreprise,
Là, il faut tenir compte de toutes les parties prenantes. Les fournisseurs, les associés, les clients, etc., etc. Donc, je pense que si on se place sous cet angle-là, le fait de penser entreprise citoyenne, c'est pas quelque chose de grossier. Alors, le lien maintenant avec la démocratie. Déjà, au niveau des profils, les entreprises, je veux dire, n'ont pas les mêmes statuts. Il y a des SARL, il y a des SA, il y a des coopératives, etc. Et tout ça, au fond, pose une seule question: qui participe aux décisions? Qui prend les décisions? Qui est parti à la chose? Nous, on a décidé, en tout cas dans notre réflexion, on s'est dit que, puisqu'il faut tenir compte de toutes les parties prenantes, autant aller jusqu'au bout. On va penser que l'entreprise va être co-gérée. Et co-gérée, ça veut dire que chacun aura son mot à dire. Les clients, etc. Et donc, le scénario que nous avons proposé à la fin est un scénario où il y a un prix qui est remis à une entreprise. Et donc, c'est une personne qui a un enfant qui explique les raisons pour lesquelles, finalement, elle aime bien acheter les produits de cette entreprise pour pouvoir... parce que cette entreprise remplit un certain nombre de critères qui sont des critères de durabilité, de soutenabilité, etc. Donc, de respect de certaines valeurs éthiques, etc. Bref, un impact, c'est-à-dire une entreprise qui tient compte au niveau de son impact, qui y fait attention, mais qui y fait attention avec une responsabilité très forte. Merci beaucoup Malik. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais donner 1 minute à chacun. On a travaillé sur différents chantiers. Le Labo Nord vient d'être lancé. Comment sur chacune des idées ou des chantiers, ou chacun des chantiers sur lesquels vous avez travaillé, comment vous voyez le labo, vous verriez le Labo Nord poursuivre cette réflexion ou ces actions par la suite, peut-être concrétiser certains des points auxquels vous avez réfléchi. Je commence par Carole. Alors hier déjà nous avons souhaité que nous puissions poursuivre en fait un atelier collaboratif sur la thématique du rapport au vivant pour qu'on puisse placer donc le rapport au vivant dans les autres ateliers parce que c'est un point assez déterminant. Pour nous, c'est en fait une fondation de savoir comment on va se positionner pour positionner donc justement cette relation que nous voulons escompter, être plus optimiste avec l'Europe. Super, donc un prochain Open Innovation Forum sur le rapport au vivant. Simon? Oui, désolé, j'avais oublié aussi de citer notre artiste qui faisait partie de notre chantier, c'était Blick. Et nous aussi, on avait senti cette mouvance de continuer cette réflexion parce que lui déjà, il est porteur de voix et il avait senti cet engagement de pouvoir porter aujourd'hui cette problématique au niveau des États, mais aussi des décideurs politiques. Et je pense qu'il s'est déjà engagé dans cette optique et nous a donné beaucoup de réflexions avec lesquelles je pense qu'il est déjà en contact avec Je m'engage pour l'Afrique. Et je pense que c'est une continuité qui va être établie au fil du jour. Voilà. D'accord. Donc deuxième proposition, un porte-voix sur les questions des ICC en Afrique et en Europe. Alors il est peut-être déjà désigné, si je comprends bien, c'est Blick Bassi. Pierre Arnaud. Moi je me disais, pardon. Je me disais aussi sur ce labo-là, si la question elle porte sur ce labo. Oui, tout à fait. Je me disais aussi, les pays de l'Afrique du Nord, comment au final ne pas les oublier dans toute l'architecture de la Fondation, sachant qu'en plus les pays traversent quand même un peu la dépression post-printemps arabe. Mais du coup, comment quand même agir avec, en Tunisie, malgré tout ce qui s'y passe, l'Égypte de Sisi, le Liban qui va pas, on ne sait pas trop où ça va avec au niveau politique. Je me dis peut-être que le labo, voilà, a un rôle à jouer aussi autour de ce pourtour méditerranéen. Merci. À noter que je crois le labo Ouest, c'est le labo Ouest et Méditerranée qui couvre, il me semble, un certain nombre de pays du Maghreb. Ah,
Voilà. Mais il y a certainement une collaboration à avoir entre le Labo Nord et le Labo Ouest et Méditerranée pour davantage impliquer peut-être les acteurs méditerranéens autour des questions qui sont évoquées. Malik, pour terminer. Oui, ben, je pense que dans la logique d'une coopération, disons, on va dire d'un partenariat, voilà, d'un partenariat entre des entreprises françaises, européennes et des entreprises du Sud, donc entreprises citoyennes, je crois que c'est important de prendre conscience de la complémentarité et donc peut-être de faire travailler autant le Labo Nord que le Labo d'Afrique centrale, les labos qui sont sur le continent, justement sur les complémentarités. Comment on peut faire pour mettre en place des partenariats citoyens, voilà, des partenariats citoyens au niveau des entreprises, de manière à ce que les structures du Nord et les structures du Sud puissent travailler ensemble et être compétitifs sur le plan international. Parce que l'enjeu aujourd'hui, de mon point de vue, c'est que nous avons les États-Unis, la Chine, etc. Mais nous avons l'avantage d'être dans un espace qui a une histoire commune, une histoire économique qui existe déjà, mais qu'une histoire aussi à construire. Et pour la construire, ben, je pense qu'il faut travailler sur les informations et créer, voir les faisceaux convergents qui peuvent permettre un partenariat citoyen. Merci beaucoup Malik. Donc si je résume, deuxième Open Innovation Forum sur le rapport au vivant, un porte-voix sur les questions d'ICC en Afrique, en Europe, une réflexion commune entre les acteurs de la Méditerranée autour des questions de mobilité et une réflexion sur les partenariats citoyens entre les entreprises en Afrique et en Europe. Voilà, je crois qu'il y a de la matière. Ceux qui veulent nous rejoindre dans la réflexion, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup à Carole, merci à Simon, merci à Malik, merci à Pierre-Arnaud, merci à tous et à toutes ceux et celles qui ont participé à l'Open Innovation Forum hier. Le Labo Nord est désormais lancé. Vous savez vers qui vous tournez pour poursuivre la réflexion et l'action. Merci beaucoup. Merci.